Tout d'abord, c'est pas moi qui ai ouvert le Café Rencontre en 1987. C'est un de mes amis, du nom de Denis Jouvreau. Lui, il assistait à une assemblée chrétienne qui s'appelle le Carrefour chrétien de la capitale. Et puis, c'est un type qui était sur l'aide sociale, mais qui faisait des marchés aux puces. Puis, il a eu l'idée, lui, de louer un local à même sa propre argent dans la basse ville de Québec, ici. Le but, c'était d'offrir un café aux gens gratuitement. Et puis, en même temps, avoir son petit commerce pour enfin être capable de vivre également de ce commerce-là. Un genre de marché aux puces. Mais le problème, c'est que ça a fait boule de neige. Les gens venaient, ils demandaient un café, mais ils demandaient en même temps, auriez-vous une soupe ou un sandwich? Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des chrétiens du Carrefour qui, tranquillement, se sont greffés à Denis Jouvreau et puis qui ont commencé justement à faire la soupe et à faire des sandwichs sur semaine. Là, ça a fait boule de neige. 6 mois après, c'était déjà comme reconnu comme une soupe populaire, un petit peu de dépannage alimentaire. Fait que la première année, ils ont servi quand même, en 1988, ils ont servi au-delà de 14 000 repas sur l'heure du midi, donc c'était beaucoup de repas, grâce à l'aide des bénévoles. Et puis, à un moment donné, ça a pris de l'ampleur, puis il y avait besoin d'un directeur, avec une approche pastorale, si vous voulez. Puis moi, j'allais au Carrefour chrétien de la capitale, et puis le pasteur du temps, le pasteur Alan Bowen, m'a demandé si j'étais prêt à relever le défi. Fait comme j'avais vécu une jeunesse assez difficile, moi, puis une adolescence assez rock'n'roll, si tu veux. Puis je savais pas dans quoi je m'embarquais, mais je savais qu'en venant au centre-ville de Québec, je pouvais m'identifier assez facilement aux gens qui vivaient des problèmes de drogue, des choses semblables. Fait, je me suis retrouvé un vendredi soir à donner mon témoignage, et puis ça a fait boule de neige. En 1989, au début de l'année 1989, je suis devenu comme directeur de la soupe populaire, bénévolement, avec les quelques bénévoles qu'il y avait en place. Et puis tranquillement, j'ai structuré le Café Rencontre. J'ai aussi été chercher du financement avec nos propres campagnes de financement. Aussi, en 1992, avec l'aide gouvernementale de l'Agence de la santé et des services sociaux dans le temps. Et puis, enfin, Centraide s'est greffé à nous en 1998. Et puis, tout ce temps-là, on continuait à servir des repas pour arriver, en fin de compte, à servir une 60aine de 1000 repas sur l'heure du midi, à chaque jour. On a commencé à servir les déjeuners en 2008. Et puis encore là, on voit que la demande est quand même assez importante. On a commencé avec une trentaine de déjeuners. Là, après 2 ans, c'est assez significatif. 70 déjeuners de moyenne sur le matin. Pour faire une histoire courte, on est devenu comme un centre de jour qui ouvre le matin pour les bénévoles à 7h30 pour préparer la nourriture. À 9h30, on ouvre pour le grand public qui peut venir sociabiliser tout en prenant un café. Pour ceux qui désirent, bien, qui peuvent manger des toasts, des muffins, des choses semblables. Et puis, à midi, on sert le dîner pour enfin fermer à 1h30, 2h de l'après-midi. Évidemment qu'on a greffé d'autres services autour de ça aussi. Moi, j'ai du plaisir à faire ce que je fais. Je ne changerai pas ma position pour tout l'or du monde. Vous savez, investir sa vie dans la vie des gens, c'est extrêmement enrichissant, extrêmement valorisant aussi. Et on apprend... Moi, j'ai appris tout au long de ces années-là à faire tomber mes préjugés, à dépasser mes capacités d'aimer. C'est évident, lorsque tu diriges une soupe populaire, bien, les gens viennent, ont des problèmes, ils vivent une multitude de situations, parfois dramatiques. Donc, les gens demandent beaucoup. Et puis, nous, avec les capacités qu'on a, avec les moyens qu'on a, on essaie d'être capable de les rencontrer dans leurs besoins.
Et quand ça dépasse un peu notre entendement ou ça dépasse un peu nos capacités ou notre... Ben, c'est ça, notre capacité, on les réfère à d'autres organismes, évidemment. On les arrime avec d'autres organismes. Il y a des gens qui vont venir à l'assaut populaire dans nos services qui n'ont jamais travaillé, qui ont des déficiences intellectuelles profondes ou qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont plutôt n'ont pas de valeur d'eux-mêmes. Et je me souviens entre autres d'un cas, il avait commencé à venir laver la vaisselle, il parlait à personne. La première année, c'était juste pour me dire bonjour, puis encore là, il baissait la tête, bonjour. Il fallait que j'insiste pour qu'il me dise un petit mot. Puis à un moment donné, il a commencé à s'ouvrir tranquillement, il a commencé à sourire. Pas de longues phrases, mais comment ça va aujourd'hui? Ben, tu vois comment ça va. Puis à un moment donné, je ne savais pas à quel point il était rendu sa détresse, puis à quel point il avait perdu confiance en lui. Je lui ai demandé pour aller brasser la soupe. Puis la chose qu'il m'a répondu, c'est « Moi, tu me demandes de venir brasser la soupe à moi? » J'ai dit « Oui. » Il dit « Voyons. » Fait là, j'ai réalisé tout d'un coup que pour lui, le fait de lui demander de brasser la soupe, c'était comme si je lui demandais c'était la fin du monde pour lui. Pour te donner une idée jusqu'à quel point, des fois, une personne va venir dans nos services puis qui va avoir une mauvaise estime de lui à un point qui pour nous paraît incompréhensif. On ne peut même pas l'imaginer. Les gens ne savent pas, pour la plupart des gens, ils ne savent pas quel genre de personnes fréquentent les soupes populaires. On va mettre une étiquette sur la pauvreté, c'est l'ivrognerie et la drogue. Et c'est vraiment pas du tout cela. Il y a des personnes qui vont avoir des problèmes de boisson, c'est sûr, mais c'est vraiment une minorité, là. Les gens qui viennent manger à la soupe populaire sont dans une situation de pauvreté, ils ont de la difficulté à joindre les deux bouts parce qu'ils sont sur l'aide sociale. Leur chèque est vraiment pas suffisant pour qu'ils puissent se nourrir. C'est juste s'ils sont capables de payer leur loyer, leur téléphone. Fait que quand tu as 592 par mois, tu as un loyer de 450, tu t'imagines un peu, si tu as moindrement tu as un téléphone, ou si tu manges une pizza, ou tu t'achètes, si tu veux, une caisse de bière au début du mois, il t'en reste plus de l'argent, le 4. C'est aussi simple que ça. Puis il y a de plus en plus de gens âgés qui viennent aussi, qui se retrouvent dans le centre-ville de Québec, parce que bien souvent, ils ont coupé avec la famille. Et puis, comme ils n'ont pas un gros revenu, bien, pour avoir un logement abordable, ils vont déménager ici, dans Saint-Roch ou dans Saint-Sauveur ou dans Limoilou. Et puis, pour rejoindre les deux bouts, encore là, on va les retrouver à la soupe populaire ou dans les autres organismes ici. C'est aussi simple que cela. La pauvreté s'est transformée. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est de faire tout ce qu'on peut sur le moment même où on rencontre la personne en état de crise. Du moment où on n'est pas capable d'aller plus loin avec la personne, on essaie de couper dans notre tête parce que ça serait trop lourd à porter. Il arrive souvent qu'il y a des personnes qui vont venir me voir, ils n'ont pas de lieu où coucher. Donc, avec mon équipe, on va regarder pour trouver un endroit où ils puissent aller se coucher pour la nuit. On n'est pas capable d'en trouver. Je me souviens, entre autres, que j'avais donné une personne, entre autres, j'avais donné un sleeping bag. C'est arrivé à quelques occasions. Je savais qu'il était pour coucher dehors ou dans les portiques. Mais c'est tout ce que je pouvais faire pour lui. C'est sûr qu'il est rendu à la maison, soit j'y ai pensé, ce type-là. On le sait, des gens qui couchent dehors. Il y en a qui vont le faire volontairement, bien souvent. Il y en a qui ne le font pas volontairement. Mais ce qui est important pour nous, c'est de faire tout ce qui est à notre possible pour être capable de lui venir de combler son besoin, si tu veux. Mais si à quelque part, on est rendu à l'extrême limite, on est obligé de prendre du détachement, puis de le laisser à la grâce de Dieu, si tu veux. Ce qui nous motive aussi, c'est le fait qu'on est concerné par rapport à notre prochain. Hein.
à la réponse de Jésus sur une parole qui lui avait été posée, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Donc, le gars était très préoccupé par son avenir après la mort. Jésus lui a répondu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Je pense qu'on ne peut pas détacher de nous le fait que c'est merveilleux d'être capable d'aimer Dieu, de croire en Dieu, mais si à quelque part on n'aime pas notre prochain, notre foi est vaine, dans le fond. Parce que les deux commandements sont attachés l'un à l'autre. Et puis, notre amour pour Dieu doit être manifeste en aimant notre prochain, selon les dons, les qualités ou les capacités que le Seigneur nous accorde, dans le fond. Si, à la lumière des paroles que je viens de te dire, on le fait en fonction de ça, c'est jamais fatigant de servir le Seigneur. C'est même un plaisir. Parce qu'on est détaché de soi-même, donc on est là pour les gens, on n'est pas là pour nous. On est là parce qu'on aime les gens. L'amour, c'est comme un don, dans le fond. Hein. C'est quelque chose qu'on peut développer dans la pratique, mais avant toute chose, c'est un don qui nous est donné. Hein? Ça fait que quand on a le don, puis qu'on rajoute à cela la patience, la bonté, la miséricorde, la fidélité, bien évidemment que c'est extraordinaire, je veux dire. C'est les gens qui en profitent le plus. C'est ça le café rencontre, dans le fond. C'est une soupe populaire, mais c'est un endroit aussi où les gens peuvent recevoir beaucoup d'amour, beaucoup d'attention.